Connaissez-vous Bad Mojo? Développé par Pulse Entertainment et sorti en 1996 sur PC, il s'agit d'un jeu d'aventure assez classique basé sur la nouvelle La Métamorphose de Kafka. Nous contrôlons un entomologiste transformé par malédiction en cafard. Dans ce petit jeu, nous traversons des tableaux statiques présentant différents angles de vue d'un bar à l'échelle de l'insecte. C'est cette échelle qui va être à la base d'un ensemble d'obstacles et d'éléments de gameplay qui vont construire un level design unique et faire de chaque tableau un puzzle à part entière. Bien qu'assez niche, Bad Mojo est un classique du genre qui s'est très bien vendu pour son époque et a reçu d'excellentes critiques. Ce qu'on retient surtout de ce jeu, c'est son ambiance si particulière, à la fois amusante et dégoûtante, pour citer la reviewer Katie Taffel dans son article de 1996 pour la revue Macaddict. Dans Bad Mojo, la direction artistique est assez claire. Dès la lecture du résumé et en jetant un regard rapide sur la jaquette du disque, on comprend bien qu'on ne va pas jouer à un jeu relaxant aux environnements fraîchement dépaysants. Je vais ici plutôt vous parler d'autres jeux qui se présentaient par des mots-clés complètement différents de Bad Mojo, mais qui pourtant procèdent dans leur mise en œuvre à un virage assez franc vers des ambiances qui se rapprochent de Bad Mojo. Comme nous allons le voir, cette déviation non contrôlée, partant d'éléments initiateurs très distincts, peut être à l'origine de traumas dans l'expérience vidéoludique. Je vais baser mon argumentaire sur quelques histoires vécues personnellement, avec notamment un jeu qui m'a touché là où il ne devait pas. Un jeu qui a clairement raté son contrat de divertir sans concession un jeune public. Ce jeu m'a laissé un traumatisme indicible, mais toujours présent, qui ne faisait pas du tout partie du cahier des charges des développeurs. Du moins, si les développeurs avaient bien pour projet de proposer une ambiance plus sombre que la moyenne du genre, ils étaient très loin de se douter que derrière leur modeste création se cacheraient des démons qui se révéleraient pour une poignée de joueurs réceptifs à leur charme. Et ce jeu, c'est Forestia Revoltoso. C'est un jeu assez inconnu, ainsi je n'ai pas grand chose à dire pour présenter le jeu. Il est sorti en 1999 sur PC. Il est développé par le studio Daddy Hawk, qui s'est concentré sur la production des 4 épisodes de la série Forestia. Forestia, ce sont des jeux pour enfants de type point and click, à volonté ludo-éducative, dans la lignée de beaucoup d'autres, comme Adibou ou encore Lapin Malin, que j'avais également dans ma vidéoluthèque PC de l'époque. Avant d'avoir ma première console, la Game Boy Color, je jouais aux jeux vidéo presque exclusivement sur l'ordinateur de ma grand-mère. Et si j'en crois mes faillibles souvenirs, j'avais principalement 2 types de jeux. La collection complète des Sims, mais c'était surtout ma sœur qui y jouait, et des dizaines de jeux éducatifs, de pouce-pouce au Lapin Malin. Et parmi ces jeux, il y avait donc Forestia Revoltoso. Tracer les origines de ce CD est une quête mentale encore plus ardue. Vous vous rappelez cette époque bénie où se cachaient dans nos boîtes de céréales des CD contenant de super jeux tels que Beyond Good and Evil ou encore Crazy Taxi. J'ai d'abord cru avoir obtenu Forestia Revoltoso de cette manière, puis j'ai fouillé ma mémoire pour voir si un passage dans les rayons jeux vidéo d'Auchan, qui à l'époque était très bien fourni, pouvait correspondre à mon premier contact avec ce CD. Rien non plus. Pas de souvenir de vide-grenier, de prêt d'un ami ou de cadeau pour Noël ou mon anniversaire. Ce jeu ne semble pas avoir d'origine, du moins, personne ne semble s'en souvenir. Pour aller au-delà de cette frustration, imaginons que ce disque était déjà présent lors de l'acquisition de la maison par ma grand-mère. Que quelqu'un est tombé dessus par hasard, dans un coin du sous-sol, et me l'a un jour posé sur le bureau où trônait l'ordinateur fixe, se disant que comme j'aimais les jeux vidéo, j'apprécierais cette surprise. Prenons maintenant connaissance de l'emballage du CD maudit. Dès l'illustration, on peut observer des premiers indices de dérangement, d'anomalie dans les choix visuels du jeu. Derrière ce qui devait être un singe de cirque aux malices enfantines, enfant, mon esprit a involontairement dessiné des traits d'araignée, de tégénère plus précisément, une araignée de maison terrible pour les arachnophobes, malgré son caractère totalement inoffensif. À la place des mains, une peau calcinée derrière un pelage sommaire et une morphologie cadavérique derrière une simplification de conception. Cette simple représentation erratique renferme en fait l'explication de ce traumatisme que j'ai pu ressentir étant enfant
et que d'autres jeunes joueuses et joueurs ont également pu expérimenter. Dans le milieu du jeu vidéo, les premières tentatives de 3D se sont accompagnées de directions artistiques à vocation réaliste qui explorent inconsciemment une facette bien particulière de l'horreur en suggérant des chimères cauchemardesques et informes derrière un corps de référence. La création échappe ainsi des mains du créateur pour emprunter d'autres chemins interdits. Ce sujet est pour moi fascinant et à l'origine de bien des émotions mauvaises, indicibles et latentes qui peuvent grandir à partir de notre enfance, mais j'y reviendrai plus tard. Dans Forestia Revoltoso, notre objectif est de retrouver les animaux membres d'une fanfare, kidnappés par un circassien avide de célébrité au détriment de la condition animale. Revoltoso fait partie de ces jeux où je ne suis pas allé très loin, pas par difficulté, ni par désintérêt, mais bien par terreur. Et si j'en crois les quelques commentaires accessibles sur internet, ce trauma est partagé par une bonne proportion des jeunes joueurs de l'époque. Avant d'atteindre le cirque, qui servira en fait de hub aux différents mini-jeux qui composent l'histoire, et qui se conclut par la délivrance d'un animal, on atterrit dans une forêt, qu'on doit quitter pour prendre un vélo à l'orée du bois qui pointe vers le cirque. C'est dans cette forêt que j'étais bloqué, car c'est dans cette forêt que la recette de l'indicible terreur qui crée le traumatisme s'est mise en place. En tant que jeune joueur, nos sensibilités et donc nos fragilités se développent. Ainsi, en réalisant qu'un jeu vidéo s'écarte de sa fonction et ne nous veut pas du bien, au sens de la peur et non de la difficulté, j'entends, que c'est mauvais, voire nocif, de tendre les bras à ce jeu, d'accepter son étreinte macabre, on pose naturellement la manette, la console, ou dans notre cas la souris, et on se tourne vers des activités ludiques bien plus confortables et sécurisantes, en espérant oublier ce que nous avons failli vivre, et ce, même si le mal est fait. Mais d'où vient-il ce mal ? Comment une séquence de point and click en forêt peut-elle à ce point atteindre des cordes sensibles d'un enfant ? Avec un regard de joueur récent, moderne, habitué aux décors photoréalistes, cela peut en effet paraître très paradoxal de trouver des sources de peur dans des bouillies de pixels peinant à représenter un paysage forestier. Pour faire sens dans ce phénomène, penchons-nous vers le concept de la vallée de l'étrange. Cette notion, initialement appliquée pour le domaine de la robotique, stipule que plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. En fait, c'est un concept qui peut facilement se généraliser à autre chose qu'un robot. Nous pouvons ainsi simplement adapter cette définition en énonçant que plus une création se rapproche de sa référence, plus ses imperfections nous impactent, nous dérangent, font dériver notre regard sur la création de la contemplation à l'appréhension. Une bonne illustration est cette vidéo, aux origines des creepypastas. Ce qui déclenche le dérangement malsain ici, c'est une multiplication d'imperfections et d'incompréhension dans la représentation. Pourquoi le mannequin est-il si statique, rigide dans ses mouvements ? Où est-il ? On ne dirait pas une vraie pièce. La disposition des objets n'est pas naturelle, de même que cette lumière. En regardant cette vidéo, on en vient inconsciemment à comparer les éléments qui la composent à des choses connues. Et les confusions qu'amènent ces comparaisons amènent des sentiments propres à la vallée de l'étrange. Et ce raisonnement est en tout point applicable au cas de Revoltoso. Les imperfections dans les représentations sont très prononcées, et on est bien loin du photoréalisme des jeux PS5. Mais ces imperfections se combinent à plusieurs éléments qui, pris ensemble, génèrent une nouvelle dimension d'expérimentation du jeu. Et cette dimension, c'est ce fameux trauma. C'est le résultat d'une alchimie particulière à l'origine d'une horreur latente, d'un dérangement. Reprenons l'exemple du singe de la jaquette. Ce n'est pas seulement la qualité de la représentation qui génère le dérangement. En effet, si je vous montre cette représentation de singe, qu'on peut considérer d'une qualité équivalente, aucun dérangement n'est d'a priori à signaler. C'est la qualité, combinée à un style de texturage particulier, à des choix de morphologie de corps et de visage, couronnés par un jeu de lumière. Dans cette forêt introductive, ce raisonnement peut s'appliquer sans limite. Sur ces arbres figés et sans vie, ces fougères sans âme, ou encore sur ces sentiers plongeant vers des cavités sombres et informes. Mis bout à bout, tous ces éléments forment alors une composition picturale d'un macabre inédit, renforcé par ce filtre bleu onirique,
ces lumières surnaturelles et ce ciel inexistant, comme si la forêt était plongée dans du vide. Pour mieux comprendre mon raisonnement, partons du principe suivant. Un grand niveau d'imperfection dans la représentation permet à l'imagination une plus grande marge de manœuvre. Dans le cas de Revoltoso, les choses artistiques, nous l'avons vu, tendent vers des tableaux versant dans l'onirique sombre. Dans de telles conditions initiales, l'imagination induite par l'imperfection de représentation ne va pas nous réconforter, mais naturellement et inconsciemment pousser l'horreur à un niveau supérieur en suggérant des formes mauvaises, démoniaques, des cauchemars incomplets, cachés derrière des arrangements de pixels, entre deux arbres, au croisement de fougères. On ne les voit pas directement, puisqu'elles n'existent pas, mais on les ressent inconsciemment dans chaque recoin de chaque tableau, avec l'impression qu'ils évoluent, qu'ils vivent, malgré la staticité du jeu. Forestia Revoltoso est aujourd'hui un abandonware, c'est-à-dire qu'il n'est plus vendu sur le marché ni supporté par son créateur. Il est ainsi gratuitement et légalement téléchargeable sur le site Abandonware France, à côté de plein d'autres classiques tels que les Sims ou Trackmania. Les portes de cet enfer infantile halluciné ne sont pas difficiles à trouver à qui sait chercher et ouvertes à tous. J'ai donc retenté l'expérience pour que mes arguments se fondent sur autre chose que des souvenirs brumeux et des visionnages de long play sur YouTube. Il me fallait mettre à jour mes ressentis avec mes sensibilités actuelles. Et même aujourd'hui, avec toutes les horreurs sur lesquelles j'ai pu avoir la main, ou que j'ai pu voir, c'est une toute autre peur que j'ai connue dans cette forêt. Et si je ne m'y suis pas attardé, c'est parce que je ne voulais pas que mon esprit soit à nouveau contaminé par ces images fascinantes, hypnotisantes, voire passionnantes. Par contre, je pense que mon expérience sur Forestia Revoltoso a fait naître en moi une sorte de fascination pour un type de jeu vidéo assez niche. Les vieux jeux de type point and click qui développent leur intrigue dans un support visuel visant vers l'horreur. J'ai ainsi passé quelques années à rechercher sur internet des exemples de jeux vidéo pouvant appartenir à cette catégorie si spécifique. Durant cette veille, j'ai pu débusquer des potentielles causes de traumatisme, des cauchemars numériques plus ou moins bien camouflés. Le cas qui est le plus revenu dans mes recherches est celui de la série Darkfall, qui compte actuellement 4 opus, avec un dernier en date sorti en 2020 pour une première représentation en 2002. J'ai surtout vu beaucoup d'extraits de ces 4 jeux, et c'est le premier qui semblait le plus se rapprocher du sous-genre de point and click recherché. J'y ai enfin joué l'année dernière, et j'ai été fortement conquis par le charme malsain des visuels de cette ancienne gare. Par contre, je n'ai pas terminé le jeu, qui était trop dans son jus concernant la difficulté des énigmes. Il faut en effet une grande patience et une habitude des logiques de level design de l'époque pour espérer terminer Darkfall sans Solus. Mais cette période de ma vie commence à dater, et je n'étais à l'époque pas du tout organisé dans mes recherches. Par conséquent, je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver la plupart des jeux qui m'ont marqué. De mes souvenirs, la majorité étaient de petits jeux flash, jouables directement sur navigateur. L'un d'eux m'avait particulièrement marqué. L'intrigue se déroulait dans une chambre d'hôtel assez glauque, et des événements particulièrement gore et surnaturels se déclenchaient par moments. Et ce qui était original, c'était la possibilité de mourir. La nécessité de réaliser des actions précises dans le temps et l'espace pour éviter une triste fin. Avec ce choix, on brise la quiétude engendrée par le format point and click. Ce ne sont plus des tableaux paisibles et statiques dans lesquels on peut déambuler à notre rythme. Des éléments extérieurs peuvent interférer avec cette progression et nous ne sommes pas en sécurité, et nos réflexes et sens de l'observation répondent alors à des enjeux nouveaux. Et c'est ça que je recherche dans cette niche vidéoludique. La mise en place d'une dimension de gameplay unique, à la frontière entre le point and click statique et le First Person Shooter, ou FPS. Dans cette dimension, c'est comme si on jouait un personnage coincé dans un train fantôme, où cette fois-ci les fantômes peuvent nous atteindre, nous impacter, nous vouloir du mal. Bien évidemment, avec cette définition, on pense directement à Five Nights at Freddy's, qui est d'ailleurs un énorme succès commercial. Ma fascination n'est donc peut-être pas si anodine. Bien que je sois heureux qu'un tel exemple existe, je n'ai pas joué à ce jeu, et je ne pense pas l'apprécier pour la simple raison que je n'aime pas la tendance des jeux d'épouvante, où le but est d'échapper à une ou plusieurs entités dont la rencontre vous fait recommencer votre partie. Je préfère quand le joueur a droit à l'erreur, quand ces rencontres peuvent prendre diverses directions selon nos réactions pour se rapprocher ainsi du genre survival horror.
Et plus je réfléchis à cette fascination, plus je me dis qu'elle répond à un besoin. Un besoin de créer quelque chose qui ne semble pas exister aujourd'hui et qui pourrait combler mes envies d'expérience vidéoludique. Je garde cette nouvelle idée en tête depuis quelques temps, et bien que l'organisation de ma vie actuelle ne me permette pas de la mettre en pratique, notamment par un grand manque de compétences dans le domaine de la création de jeux vidéo, la réalisation de ce projet ne me semble pas une hypothèse impossible. Alors qui sait, peut-être que dans quelques années, vous trouverez sur cette chaîne une vidéo qui parlera d'un point and click, inspiré visuellement des vieux jeux des années 90-2000, dans une thématique horrifique, intégrant une notion de survie.